Bonjour à toutes et tous et tout d'abord, toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard dans le début du séminaire. On est absolument ravis de vous accueillir pour cette seconde séance du séminaire Sens, Sciences et Société dans l'Anthropocène, avec aujourd'hui une séance un petit peu particulière par rapport à celle de la semaine dernière et celle à venir, puisque nous sommes plusieurs à table et nous allons présenter un livre collectif qui est paru en ce tout début d'année aux éditions Routledge, Living in a Nuclear World, From Fukushima to Hiroshima, et qui a été coordonné, donc un livre collectif qui a été coordonné par Bernadette Bensaud-Vincent, Soraya Boudia et Kyoko Sato. Bernadette Bensaud-Vincent étant parmi nous en présentiel, Soraya Boudia et Kyoko Sato étant parmi nous en distanciel. Donc, ce livre collectif est le fruit d'un programme de recherche qui a été mené entre 2017 et 2019 en collaboration entre le CERMES 3 de l'Université Paris-Descartes à l'époque, le CEDCOPRA de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le département de Science and Technology Studies de l'Université de Stanford. Et nous sommes aujourd'hui ravis de recevoir plusieurs des auteurs et autrices du livre. Donc Bernadette Bensaud-Vincent, à côté de moi, qui est co-coordinatrice du livre, qui est professeure émérite de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Harry Bernas, à côté de moi, qui est physicien, directeur de recherche émérite du CNRS. Et en ligne, Nestor Eran, qui est maître de conférence HDR en histoire des sciences et techniques à Sorbonne Université, ainsi que Kyoko Sato, qui est également co-coordinatrice du livre et qui est professeure de Science and Technology Studies à l'Université de Stanford. Notons également que d'autres auteurs ont participé à ce livre, et dans l'ordre des chapitres, je vais les nommer, avec Joseph Masco, John Cridge, Marie Mitchell, Angela Krieger, Maria Retenzi, Tania Navarro-Rodriguez, Hiroko Takashi, Kate Brown, Ran Ziegenberg, Scott Knowles et moi-même. Et nous remercions tout particulièrement Francis Chateau-Renaud, qui est sociologue et directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'alerte et des controverses, qui nous fait l'amitié d'être présent et qui sera le discutant de notre séance. Et avant de débuter par une présentation générale du livre ainsi qu'une petite mise en intrigue de différents chapitres qui le composent, je souhaitais revenir très succinctement sur les raisons qui nous ont conduits à choisir le nucléaire pour aborder la question de l'Anthropocène. Le début de l'Anthropocène, bien qu'il ne fasse pas forcément consensus dans les différentes sociétés savantes, est souvent daté en 1945 par un événement majeur qui est le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki et des différents éléments radioactifs qui ont été dispersés comme dans l'atmosphère et qui aujourd'hui sont souvent vus comme des marqueurs de l'Anthropocène, des marqueurs matériels qui composent nos corps et qui composent également la croûte terrestre. Et par ailleurs, le nucléaire est souvent présenté aujourd'hui comme une solution à l'Anthropocène et notamment au réchauffement climatique, ce qui pousse un certain nombre d'États à considérer l'option nucléaire pour le futur énergétique, voire à le reconsidérer après avoir décidé d'en sortir. Et évidemment, l'actualité de cet été n'est pas étrangère au choix qui a été celui de présenter ce livre et de parler de nucléaire aujourd'hui. Les bombardements de la centrale ukrainienne de Zaporijjia faisant planer le risque d'un accident majeur en Europe peut être considéré comme un tournant dans la prise en compte du risque. Les sécheresses qui sont à la fois représentatives de ce qui, à la fois inédites et représentatives du risque qui s'annonce dans le futur et qui fait planer également un risque pour les centrales nucléaires et de notre point de vue particulièrement intéressant à appréhender dans une dimension historique. Les incertitudes liées aux différentes problématiques de sûreté que nous avons pu observer sur les centrales nucléaires, notamment de la corrosion sous contrainte qui se sont révélées ces dernières années, mais singulièrement à l'année 2022. Et enfin, le fait que de nombreux projets de nouveaux réacteurs nucléaires émergent de par le monde, et en France en particulier, avec un programme présenté par EDF, nous invite à avoir un questionnement réflexif sur le nucléaire. Et le livre nous invite à le faire avec une perspective qui est particulièrement intéressante, de relire le passé et de tout ce qui nous a fait entrer dans un monde qui est nucléaire. C'est véritablement l'un des apports majeurs de ce livre. Et nous souhaitons aller au-delà, et dans le cadre de ce séminaire, et discuter du livre et de ce que veut dire entrer, vivre
et banaliser un monde nucléaire, mais également de manière générale ce que ce livre et les discussions qui vont l'accompagner nous disent tout simplement du nucléaire. Et je passe sans attendre la parole à Bernadette Bensaud-Vincent pour du coup un topo introductif et général sur le livre. Bien, merci pour l'invitation dans ce séminaire. Comme je suis la seule des trois du Saint-Esprit qui a conçu ce livre, je vais essayer de dire de manière le plus simple possible quelle a été l'intention de ce livre. Quand on a commencé, on voulait faire essentiellement une histoire du nucléaire. Et la rencontre vraiment que j'ai faite, parce que c'était au début dans le cadre d'un programme France-Stanford, avec Kyoko Sato, qui est professeur STS à Stanford, et la rencontre avec le choc de ce qu'avait été Fukushima a vraiment déterminé tout le livre. Car l'originalité de ce livre, c'est précisément de proposer une histoire à rebours, une histoire rétrospective de Fukushima qui nous oblige à relire l'histoire du nucléaire. Et pourquoi? Parce que Fukushima a eu une sorte d'effet de révélation. Non seulement ça confirme la vulnérabilité du nucléaire, mais c'est aussi une démonstration de la violence du nucléaire, la violence de la vague, la violence d'abord du tremblement de terre qui a déchaîné une vague, un tsunami, et qui a déchaîné la violence sourde des réacteurs de Fukushima, de la centrale de Daiichi. Donc cette lecture rétrospective a été vraiment ce qui nous a animés et qui nous a amené à poser la question, mais bon Dieu de bon Dieu, comment se fait-il qu'on arrive à vivre dans un monde pareil, dans un monde où il y a des accidents comme ça possibles, des violences partout possibles. Et c'est ainsi que la lecture rétrospective nous a conduit à pointer un certain nombre de concepts qui n'avaient pas été jusqu'à présent vraiment mis en scène dans les travaux sur le nucléaire, car il y a une très abondante comment on dit, scholarship sur une très abondante, il y a beaucoup d'études sur le nucléaire, mais pas dans la perspective que nous avions l'intention de développer. Donc, on a pointé plusieurs concepts qui ont été les guides qui ont émergé au fur et à mesure de nos rencontres, car on a réuni tout l'aéropage des meilleurs scholars sur le nucléaire aujourd'hui. Et la première chose que Fukushima nous a semblé remettre en question, c'est le concept de technologie duale. Vous connaissez ce concept qui a émergé, c'est-à-dire l'idée, le choc d'Hiroshima a été très, très violent, comme vous savez, et il a provoqué une vraie crise de la société au milieu du XXe siècle. Mais cette crise s'est concentrée sur la question de la bombe. Elle s'est concentrée sur le nucléaire militaire. Tout le blâme a porté sur l'arme nucléaire, la folie de la destruction. Et c'est bien ainsi qu'ont réagi les contemporains qui ont hurlé, comme Camus par exemple, comme Mauriac en France, comme Louis Mumford aux États-Unis, Günther Anders en Allemagne et en France, Michel Serres aussi. C'est quelque chose qui a porté sur toute la puissance destructrice du nucléaire, c'était la puissance destructrice d'une bombe. Et c'est bien ainsi d'ailleurs que s'est construit le musée de Hiroshima, le Memorial, qui est un monument pour la paix, et avec un pèlerinage des militants chaque année, le 6 août, pour les militants pour le désarmement nucléaire. Donc la violence a été attribuée à l'usage du nucléaire, supposé lui-même neutre. C'est ainsi que ça explique pourquoi
le Japon, qui a été la victime de 2 bombes successives, a pu, 10 ans après, se nucléariser. C'est-à-dire qu'on a complètement séparé, réussi à isoler un bon nucléaire d'un mauvais nucléaire. Et bien entendu, le plan Atoms for Peace qui s'est développé à partir de 1953-55 a contribué à construire cette ligne de démarcation entre un nucléaire civil et un nucléaire militaire. C'est ainsi que la possibilité le Japon s'est nucléarisé pour se moderniser, s'initier au confort moderne, et la possibilité de survie grâce au traité de dissuasion nucléaire a été transformée en un bien vivre grâce au nucléaire civil. J'ai envie de parodier le célèbre slogan de Dupont après la Première Guerre mondiale, après l'utilisation des armes chimiques lors de la Première Guerre mondiale. Eh bien, Dupont, pour relancer la chimie, a lancé ce slogan « Better things for better living through chemistry ». Eh bien là, c'est un peu « Better living through nuclear technology ». Et c'est bien ainsi que s'est nucléarisé le Japon, c'est-à-dire que ça nous a conduit de partir de Fukushima, ça nous a conduit à revisiter Hiroshima, à nous demander mais comment a-t-on pu digérer un tel événement en instaurant une ligne de démarcation entre le bon et le mauvais atome. Et nous avons vu tout au long du travail collectif qu'on a mené que la stratégie de démarcation est fondamentale. Pour domestiquer le nucléaire, on n'arrête pas de créer des catégories de démarcation et on démarque, on crée des zones de confinement, on crée des catégories de victimes, des catégories de dommages pour les compensations, etc. On n'arrête pas de créer des seuils de démarcation. Donc, c'est vraiment toute cette stratégie qui se met en place, qui, comme vous le voyez, est une stratégie à la fois de classification, donc de logistique, mais nous allons le voir aussi, une stratégie de mise en place d'infrastructures et d'infrastructures mondiales, internationales. Le deuxième concept qui est apparu comme fondamental, c'est le concept de violence. C'est lui qui nous a vraiment porté tout le temps une violence qui dépasse de loin le stéréotype que vous connaissez tous du champignon, là, de la bombe, hein, qui est devenu un vrai stéréotype, une icône du nucléaire. Mais ça n'est qu'un événement. C'est l'événement de la bombe et ça a toujours focalisé la violence du nucléaire sur la bombe, alors que nous, on a voulu reporter cette violence sur l'ensemble du nucléaire, en particulier sur les équipements des réacteurs civils qui commencent à partir des années 50-60 et en France notamment à partir des années 70. Donc, ce n'est pas seulement la violence. Qu'est-ce qu'on entend par violence ? C'est d'abord, bien entendu, la violence intrinsèque de la fission des noyaux. Il faut une violence pour casser des noyaux et de la réaction en chaîne qui se produit à l'intérieur du réacteur. Mais c'est aussi la violence inscrite dans les choses mêmes de ce qui est libéré par cette réaction. C'est en lien avec le tournant matériel dans les études sur les sciences, en particulier dans l'histoire des sciences et dans l'anthropologie. C'est-à-dire, on a voulu s'intéresser à ce qui est libéré, à ces radionucléides, cette radioactivité qui est éminemment active et qui peut être très, très violente. C'est-à-dire, c'est une violence invisible, parce qu'on ne les voit pas, les radionucléides, on peut les compter, mais on ne les voit pas. Ils agissent à notre insu après l'exposition, longtemps, longtemps après. Ils ont leur propre durée de vie et ils agissent sur l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est que cette activité, ce sont des matériaux éminemment actifs, d'où le mot radioactivité qui a été créé par Marie Curie, hein,
et ils sont éminemment actifs, mais eux, ils ont une durée de vie qui ne dépend de rien d'autre que des lois de la physique. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement autonomes. Tandis que eux, ils ont un impact sur tout ce qu'il y a autour, sur le vivant, sur tout le biotope, sur l'environnement. Eux, il y a une asymétrie fondamentale dans les matériaux du nucléaire, c'est-à-dire qu'eux ne dépendent de rien, mais tout le reste dépend d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui nous a semblé important. Leur activité fait qu'ils s'impriment. Vous vous rappelez l'origine de la découverte de la radioactivité? C'est Becquerel qui avait laissé des morceaux de minerais sur des plaques photographiques. Eh bien, la radioactivité, ça s'imprime. Ça s'imprime sur des plaques photo. Il y a un chapitre dans le livre qui montre comment les tests nucléaires se sont imprimés sur des plaques photographiques de Kodak qui constituent les archives du nucléaire aujourd'hui. Ça s'imprime, mais ça ne s'imprime pas que sur des plaques photographiques. Ça s'imprime dans le corps des victimes de la bombe, les Hibakusha, des 2 bombes, et ça a des effets à retardement. Ça s'imprime dans les sédiments, ça s'imprime dans les arbres, ça s'imprime dans le vivant, mais ça s'imprime aussi dans les sédiments. C'est même ça qui va servir très probablement, c'est l'un des marqueurs candidats du nucléaire, c'est précisément le plutonium, c'est-à-dire du nucléaire, de l'anthropocène. Excusez-moi, je suis fatiguée, je sors de l'avion. Je peux dire des bêtises, vous m'alarmez si je dis des bêtises. Donc, c'est cette violence matérielle qui nous a beaucoup frappés, et on a voulu montrer dans le livre tout le ressenti de cette violence et la subjectiver en quelque sorte. C'est aussi la violence des relations sociales que crée le nucléaire, qui est mise en scène dans la première partie du livre, c'est-à-dire la violence qu'exercent les États nucléarisés sur les autres, à l'égard des autres, en particulier le chapitre de John Krieg montre très très bien comment, au nom de l'atome civil, de Atom for Peace, eh bien, on a créé un monde extrêmement violent, impérialiste, et c'est aussi un monde colonial, comme montre très bien le chapitre de Mary Mitchell, qui montre comment les tests dans les îles Marshall, les tests nucléaires dans les îles Marshall se sont faits au détriment de la population autochtone. Et le chapitre premier, qui est celui de Kyoko Sato, montre comment les Hibakusha ont été vraiment victimes de cette violence et on se sont heurtés à la violence aussi des lignes de démarcation après, qui leur disaient si oui ou non ils avaient droit à des compensations ou pas. Donc, il y a vraiment une violence multiforme et associée au nucléaire. C'est dire que ce livre propose une lecture politique du nucléaire, mais je crois que, je ne sais pas si on le fait dans le livre, mais je voudrais bien préciser en quel sens cette lecture est politique. Elle est politique d'abord au sens où le nucléaire a créé des rapports de force. C'est évident, et des rapports de pouvoir, et je viens de l'évoquer. Mais c'est aussi une violence politique, une lecture politique au sens où le nucléaire constitue un monde. Et c'est bien l'idée fondamentale de ce livre, qui est d'interroger le concept de monde nucléaire. C'est politique au sens que la Tour, par exemple, donne le concept de politique, c'est-à-dire de créer un monde, de créer des collectifs, des associations. Et on constitue un monde, il s'inscrit dans la planète, il dessine un vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle dans le livre l'ordre nucléaire. Ça désigne non seulement l'ordre géopolitique créé par la terreur du nucléaire, et Maël vient de rappeler à quel point on est en plein là-dedans aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais c'est aussi un monde structuré par des relations spatiales et temporelles
parce que le nucléaire a reconfiguré l'espace et reconfiguré le temps. Reconfigurer l'espace en créant des zones interdites où on ne pourra plus mettre les pieds, les zones qui ont été contaminées et qui sont des zones bannies, des zones déserts pour les humains, mais aussi pour les vivants en général, ou pour des vivants mutants, hein, qui pourront s'adapter, comme il y a peut-être aujourd'hui des vivants mutants qui commencent à pousser sur les ruines de Tchernobyl. Mais c'est aussi des zones de confinement, des zones d'évacuation, c'est aussi un ordre temporel. C'est un ordre temporel. Hiroshima et Nagasaki ont fait entrevoir la fin du monde, le suicide collectif, la fin du monde, l'apocalypse nucléaire. Et ça a été abondamment commenté dans les livres. Et donc, nous avons voulu interroger ces ordres spatiaux et temporels du monde nucléaire. Bien sûr que tous ces ordres sont le produit d'une histoire. Ils s'inscrivent dans l'histoire de la Terre, l'histoire géologique de la Terre, puisque c'est l'Anthropocène, et ils dessinent le futur en même temps qu'ils sont un héritage du passé. Donc, la problématique que nous avons à partir de ce concept de violence et de ce concept d'ordre nucléaire ou de monde nucléaire, la problématique que nous avons voulu poser, c'est celle-ci. Elle est très simple. Mais comment a-t-on comment a-t-on réussi à vivre avec cette violence? Comment a-t-on pu apprendre à domestiquer le nucléaire? Et le troisième concept fondamental, après violence, après ordre ou monde nucléaire, c'est le concept de banalisation ou de trivialisation. C'est-à-dire, on a réussi à rendre ce qui était un événement, la violence déchaînée par une bombe, on en a fait notre quotidien. Comment ce qui était un événement unique qui allait marquer l'apocalypse, la fin de l'humanité, comment est-il devenu notre quotidien avec le quotidien des accidents qui se produisent chaque jour dans les centrales partout dans le monde? Des petits accidents, mais il y a des accidents tous les jours. Et donc, comment apprendre à vivre avec? Et la deuxième partie de l'ouvrage que je vais à peine évoquer, puisque après, je pense que Nestor, qui est en ligne et qui a travaillé sur cette deuxième partie, l'exposera mieux que moi. La deuxième partie qui s'appelle Pacifying, comment on a pu apaiser, pacifier, domestiquer l'atome. Eh bien, c'est tout l'essor de l'énergie nucléaire qui passe par la création d'institutions et d'infrastructures qui ont été créées pour réglementer et réguler non seulement les doses, les seuils, mais aussi les relations entre les nations. C'est ainsi que s'est mis en place un régime de surveillance globale que Nestor pourra caractériser tout à l'heure. Et cette partie se termine, je crois, enfin, je ne sais plus très bien, mais elle a été très fortement marquée dans notre esprit par cette remarque très, très forte d'un physicien nucléaire en 1972, c'est-à-dire en plein essor des centrales, des développements des centrales nucléaires. Alvin Weinberg, c'est un article paru dans quoi? Dans Science, non? Hein, disait en 1972 que avec le nucléaire, dont il était un des promoteurs, hein, on avait fait un Faustian bargain, un pacte faustien, un pacte faustien, c'est-à-dire un contrat entre on va avoir de l'énergie abondante et pas chère, mais pour avoir cette énergie abondante et pas chère, il faut des régimes forts. Il faut des institutions, il faut un ordre social central. C'est-à-dire qu'il faut payer ça par un ordre politique. Et on le voit bien maintenant, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine. Quand il y a un peu le chaos dans un pays,
eh bien, qui va garantir la sûreté nucléaire? Et ça, c'est un problème qui se pose aussi aujourd'hui avec CIGEO, avec les déchets nucléaires, dans l'évaluation des déchets. Qu'est-ce qui va se passer si on est dans un scénario qu'on appelle chaos, par opposition à OK, c'est-à-dire de collapse des infrastructures sociales? Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui a beaucoup, mais là, je ne dirai presque rien. Je passe encore plus vite sur la troisième partie, puisqu'il y a Maël et Harry ici qui vont en parler, mais elle est centrée, cette troisième partie, autour d'une deuxième manière pour domestiquer la violence de l'atome et du nucléaire. Ça a été le déni, le mensonge, le secret, la censure, c'est-à-dire des stratégies de connaissance. Des stratégies de connaissance, il y a toute une épistémée qui va avec le développement du nucléaire, la mise en place des études des risques, de prévention des accidents, etc., mais aussi la mise en place non seulement de savoirs qui ont été acquis, développés, mais aussi de non-savoir, c'est-à-dire d'ignorance. D'ignorance qui ne sont pas seulement des ignorances stratégiques, qui sont beaucoup des ignorances stratégiques, de censure, de mensonges, de déni, de secret, mais aussi des ignorances systémiques relatives au nucléaire. Et l'enjeu de cette partie a été de montrer que la mise en place de toutes ces stratégies de connaissance qui ont permis de banaliser le nucléaire, de nous habituer à vivre dedans, est tout à fait compatible et pas du tout incompatible avec l'idée développée par Gabriel Hecht de l'exceptionnalisme du nucléaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre exceptionnalisme et trivialisation, au contraire. C'est précisément en jouant sur l'exceptionnalisme qu'on a pu rendre ça très banal. Donc, pour finir, je vais simplement dire quelques mots de la quatrième partie à laquelle j'ai moi-même contribué. Et c'est une partie qui est consacrée à l'ordre temporel, c'est-à-dire cet ordre du nucléaire, comment il se traduit spatialement et surtout temporellement. Et on a vu que la recomposition de l'espace a été fondamentale dans le nucléaire, mais la recomposition du temps va de pair avec ça. Et elle passe, cette recomposition de l'espace et du temps, elle passe par le fait que le nucléaire est ce que j'appellerais en français un opérateur de globalisation. Je veux dire par là que même si la bombe a été un événement local à Hiroshima, puis à Nagasaki 2 jours après, même si c'est ponctuel et local, si c'est un événement, ça a un retentissement mondial, à la fois sur toute la planète, et ça a été perçu tout de suite comme ça, sur toute la planète et sur le temps long. On s'est aperçu tout de suite que c'était la catastrophe, le suicide collectif, etc., etc. Qu'on allait vivre dans un monde avec une épée de Damoclès comme ça, au-dessus de nous. Cet opérateur de globalisation, c'est un peu ce que Michel Serres, comme je suis philosophe et élève de Michel Serres, pour moi c'était spontanément évident, c'est ce que Michel Serres appelle des objets mondes. Et le nucléaire est le prototype d'un objet monde, c'est-à-dire un objet qui, contrairement aux autres objets, n'est pas localisable. Il n'est pas là juste devant moi, il a une portée globale. Voilà. Et du coup, il est incontrôlable. Il est incontrôlable, il échappe d'une certaine manière à nos possibilités humaines de contrôle. Donc, c'est cette idée que parce qu'il est un objet global, eh bien, on est obligé, il nous met à distance de nous-mêmes. Et ce que nous avons voulu montrer dans cette partie, c'est que l'ordre spatial et l'ordre temporel du nucléaire, c'est un ordre qui nous met à distance du monde dans lequel on vit, bizarrement. Vous connaissez tous la célèbre image
qui a été faite de la planète à partir des satellites. Je crois que c'était dans les années 70, en même temps qu'on construisait les réacteurs nucléaires, qui est de Blue Marble, hein, la planète bleue. Voilà. Eh bien, cette planète bleue, c'est la Terre vue de loin, vue de l'extérieur. On est devenu extérieur à la planète. Et de même que les satellites et la conquête spatiale nous a rendus étrangers à la planète qui est notre habitat, et on est devenu des observateurs extérieurs, eh bien, de même, le nucléaire, la bombe nous a projetés en dehors de la planète. Et elle nous a projetés, on est face à soit l'apocalypse, soit le Doomsday. Vous connaissez, depuis la bombe, il y a toujours la Doomsday Clock, qui est l'horloge de l'apocalypse, qui tic, 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 et qui est à 2 minutes, qui oscille entre 10 minutes et 2 minutes de l'apocalypse. Donc, voilà un petit peu l'idée, c'est que ce contraste entre les bombes qui sont locales, mais qui reconfigurent un monde global. Et ce qu'on a voulu mettre en jeu dans cette partie, c'est l'idée que les mémorials et les pratiques mémoriales, en particulier le mémorial d'Hiroshima, que nous sommes allés visiter, ce sont les mémorials, la mémoire est une manufacture de l'oubli. C'est une manufacture de l'oubli à travers le culte de la mémoire. Eh bien, Hiroshima est devenu compatible avec le temps moderne historique du progrès, ce qu'on appelle l'âge nucléaire, qui allait nous donner de l'énergie gratuite pour tous, indéfinie et pour rien. C'est-à-dire que l'idée d'une catastrophe nucléaire n'a pas du tout remis en question l'image du progrès. C'est l'image en miroir du progrès, c'est-à-dire que qu'on aille vers le progrès ou vers la catastrophe, on est toujours dans un temps linéaire qui est le temps de la modernité et qui est le temps dans lequel on vit encore aujourd'hui. Donc, cette idée donc de réinterroger le désastre, le concept de désastre. Et le dernier chapitre du livre, celui de Scott Knowles, est consacré au concept de slow disaster, c'est-à-dire de désastre lent, un concept qui est calqué sur celui de violence lente, Forger, que vous connaissez. Et donc, l'idée, c'est que les pratiques mémorielles sont renouvelées pour rendre compte de ce désastre lent qu'est le nucléaire, qui introduit une durée qui nous dépasse tous, une durée qui est incommensurable avec les durées que nous connaissons, mais qu'on a installé un nouvel ordre qui est un ordre non contrôlable. Bon, je crois que j'ai trop parlé et je vais laisser la parole maintenant, d'une part peut-être à Nestor en premier, peut-être à Soraya et Kyoko si elles veulent ajouter quelque chose. Ah oui, bonne idée. Soraya et Kyoko. Kyoko, if you want to add something. Je pense qu'étant en ligne, on va surtout laisser la parole peut-être à Nestor comme prévu qui ne pouvait pas être présent et à ceux qui sont présents dans la salle. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour à tous et toutes. Avant tout, je voudrais m'excuser d'être pas présent sur place. Des problèmes médicaux de dernière minute m'ont empêché de venir. Avant tout, alors, je m'excuse faute de ma présence. Voilà, alors, on m'a commenté plutôt que parler de l'ouvrage en général, j'aimerais bien parler de ce qui me concerne plus directement, c'est-à-dire l'article que j'ai écrit dans ce livre et qui, comme Bernadette a commenté, peut illustrer quelques des sujets, des thèmes qui apparaissent dans cette deuxième partie du livre. Alors, le point de départ de mon chapitre, c'est un intérêt personnel
pour ce qui est le rôle du nucléaire dans l'émergence de ce qu'on pourrait parler, de ce qu'on pourrait dire ou nommer comme une forme de production des connaissances scientifiques qui est celle basée sur ce qu'on appelle la surveillance environnementale, qui est une forme très répandue aujourd'hui dans les champs des sciences physiques de l'environnement, en général, et qui est basée basiquement sur une série de processus. Le premier, c'est la création des réseaux d'acquisition des données qui permet de produire des données sur différents paramètres physiques qu'on peut trouver au long du globe. La radioactivité, c'est un exemple, mais on peut penser ici aussi, par exemple, la présence de CO2 dans l'atmosphère, dans le cadre de la surveillance du réchauffement global, de la température, des réseaux météorologiques, etc. Et des données qui alors sont centralisées, traitées par des systèmes informatiques et qui sont à l'origine des modèles qui permettent comprendre l'état de notre planète et aussi parfois prédire leur évolution future. Alors, je m'interrogeais alors sur le rôle qu'a eu le nucléaire dans l'émergence de cette forme prédominante de question des connaissances, d'obtention de connaissances, de création des connaissances, et comment le nucléaire, si bien il n'est pas complètement à l'origine, et à cette manière articulé ou a eu un impact très important sur la manière que cette forme d'acquisition des connaissances est structurée dans le monde contemporain. Pour étudier ça, ce que j'ai fait, alors c'était une étude historique de longue durée qui va de la fin des années 40 jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux de surveillance de la radioactivité. Et j'ai intitulé mon travail, mon chapitre, de la surveillance militaire aux contre-espèces citoyens, essayant de voir quelle dynamique était importante dans la création de ces réseaux, leur configuration et l'appropriation des résultats scientifiques. Alors, dans cette étude, alors, ce que je montrais, de manière modeste, c'est voir comment ce processus, cette surveillance de la radioactivité à l'origine militaire, qui on peut trouver déjà à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec toute une série de projets, le projet ALSOS, qui les Américains mettent en place en Allemagne pour voir si les éléments sont en train de développer. On était capable de développer l'armement nucléaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui, avec l'origine de la guerre froide, va s'étendre à des grands systèmes de surveillance des activités nucléaires soviétiques. Des systèmes aussi qu'on va avoir, bien sûr, c'est le système américain, mais qu'on va avoir aussi sa contrepartie aussi dans l'Union soviétique. Alors, ces systèmes de surveillance, c'est créé, qui sont à l'origine, par exemple, de la détection de la première bombe atomique soviétique en 1949, vont avoir une évolution très importante dans les années 50, à l'origine d'une controverse, qui est la controverse sur les retombées nucléaires, qui est éclatée à partir d'un essai nucléaire qui tombait mal, c'est le Bikini, et qui va produire une contamination des retombées radioactives sur des pêcheurs japonais, qui contaminera l'équipage dans ces bateaux, le fameux Lucky Dragon, et qui, à retour au Japon, va voir apparaître des maladies associées à la radiation dans l'équipage de ces bateaux, et aussi la contamination des poissons portés par cette bateau. Ça déclenche une controverse globale, environnementale globale. En effet, on parle de que c'est la première controverse environnementale globale. Ça, je fais référence à ce qui a commenté Bernadette, du nucléaire comme porteur de cet ordre global, de cette globalisation des chercheurs environnementaux dans ces cas. Il va être aussi à l'origine d'une institutionnalisation de cette ouverture de cette acquisition des données qui à l'origine était secrète, cette partage des données sur ces radiations persistantes qui se répandent partout le globe dû à l'énorme la croissance d'échelle qui suppose la nouvelle type de bombe atomique qui est la bombe d'hydrogène, que c'est 1000 fois, il faut rappeler, c'est 1000 fois plus puissante que celle des bombes d'Hiroshima.
et qui va requérir une sorte de gouvernance globale qui a mené à la création de l'UNSCIA, cette organisation des Nations Unies, qui va gérer la question des données et va s'occuper des problèmes jusqu'à quel point les retombées nucléaires, des essais nucléaires, ont un impact sur la santé de la planète et des habitants de la planète, notamment les humains. Ça, une histoire très compliquée qui va mener finalement à une série de traités qui vont interdire les essais nucléaires atmosphériques. Et là, un deuxième élément que je vais vous montrer, comment cette histoire n'est pas seulement une histoire restreinte à les négociations à haut niveau qui se produit entre des décideurs, ceux qui ont établi les projets nucléaires, aux décideurs à l'échelle des Nations Unies, mais dans lesquels les citoyens ont eu un rôle important. Un rôle important qui n'est pas seulement récent, mais qui, on peut trouver déjà dans les années 50, on trouve déjà des initiatives citoyennes qui font apparaître une série de contre-expertises de la notologie, de cette création d'ignorance créée par les États, qui veut, de manière, dire que le nucléaire, que ces atomes nucléaires sont complètement sûrs, qui n'ont pas aucun effet sur la santé, et qui, cette principe connaissance qui est assurée par les moyens des laboratoires étatiques, etc., va être contraposé à des expériences, à une contre-expertise qui émerge de la société civile, avec des associations qui vont essayer, par exemple, à partir de la collecte des dents d'enfants américains, à faire des mesures alternatives à celles du gouvernement et montrer qu'il y a un réductif dans le changement des enfants. Ça peut avoir un impact sur la santé des enfants produisant des leucémies, etc. Voilà alors une action de contre-expertise qu'on va trouver à différents moments de l'histoire du nucléaire. Alors, c'est quand même, on peut trouver alors au long de l'article ces deux lignes d'une sorte d'institutionnalisation par les hauts dans lesquelles on essaie de contrôler cette contre-expertise et la critique du nucléaire en utilisant la portion des connaissances sur la radioactivité et les effets sur la santé, comme une manière aussi de contrôle des possibles dérapages à niveau de l'opinion publique. Et par contre, et en même temps, comment la société civile, qui se méfie de quelques de ces résultats, produit aussi, c'est l'origine des productions des connaissances, avec une dynamique qui est marquée par une série de controverses associées à des accidents, comme celui de cette explosion nucléaire au Pacifique, qui après vont devenir associés à l'accident dans les centrales nucléaires, en particulier celui de Tchernobyl, qui va configurer complètement les systèmes de surveillance nucléaire en Europe aux années 80. Alors voilà ici un peu l'idée de ces chapitres, de voir comme le nucléaire aussi comme une sorte de levier d'une nouvelle manière de produire des connaissances, comme aussi un espace dans lequel s'échouent des controverses, dans lesquelles les dynamiques aussi commentées par Bernadette, entre le contrôle étatique, ses besoins, cette manière de centralisation et de contrôle par l'État, et mis en défi par des initiatives concitoyennes, et en certaine manière, on voit comme ces initiatives vont aussi dans une sorte de critique de cette association pouvoir et nucléaire qui est portée par cette technologie. Et dont on peut voir dans l'histoire de l'opposition nucléaire, c'est clair, comment, en effet, beaucoup de mouvements environnementalistes, écologistes étaient associés à la critique environnementale, et comme aussi ce mouvement écologiste, en grande partie aussi, a pris des formes d'organisation et point de vue, s'approprie une idéologie qui viennent de l'anarchisme, qui vient d'une critique aussi de ce pouvoir. Une grande partie de la critique nucléaire s'échoue aussi d'un terrain de quelle manière ça a une influence sur comment les pouvoirs est répartis dans la société et quel type de structure, plutôt verticale ou plutôt horizontale, on peut mettre en place associée pour contrôler cette technologie. Voilà, c'est de manière, c'est que je voulais dire en bref. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon, on peut passer la parole à Soraya ou d'autres membres de l'équipe. Merci.
Merci beaucoup Nestor. Alors, je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de questions, mais peut-être qu'on peut les garder pour la suite et notamment pour la séquence qu'on ouvrira après la discussion de Francis Chateaurenaud. D'un commun accord avec Harry, je vais prendre la parole pour qu'on reste dans l'ordre des chapitres du livre. Évidemment, il n'y a pas de hiérarchie entre les différents chapitres, mais pour présenter du coup le chapitre sur l'accident hypothétique que j'ai proposé et notamment sur le fait de rendre l'accident hypothétique. Et en fait, je voulais vous partager tout d'abord le point de départ qui a été le mien et qui a été à l'origine de ce chapitre. C'est le fait que dans la littérature que j'allais qualifier d'officielle, mais même dans la littérature historique qui existait jusqu'à présent, l'accident de 3 Mile Island qui s'est déroulé aux États-Unis, non loin d'Harrisburg, en 1979, souvent fait figure d'un événement majeur qui est un vrai tournant pour l'industrie nucléaire où finalement, d'un coup d'un seul, on découvre qu'un accident nucléaire est possible. Et dans beaucoup de littérature, on voit le fait que cet accident, finalement, remet en question de façon radicale la manière dont la sûreté nucléaire est assurée de par le monde et surtout rend plausible l'hypothèse d'un accident majeur qui était réputé impossible auparavant. Pourtant, en travaillant très longuement dans les archives de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui a financé ma thèse, mais également dans la littérature internationale grise sur les accidents nucléaires, finalement, je voyais des accidents qui étaient à la fois omniprésents et qui n'étaient jamais niés comme étant, qui n'avaient jamais été présentés comme radicalement impossibles. Et c'est finalement à l'origine ce paradoxe qui m'a vraiment intrigué. Finalement, comment est-ce qu'on a pu considérer que cet accident ne pouvait pas arriver sans dire véritablement qu'il était impossible? Et pour ce faire, pour essayer de décrire finalement le processus par lequel les ingénieurs et experts ont tenté de démontrer que l'accident était tellement improbable finalement qu'il ne devait pas être conçu comme possible, ou en tout cas qu'il était inconcevable, j'ai pris un terme qui est beaucoup utilisé par les ingénieurs de la sûreté nucléaire eux-mêmes, y compris aujourd'hui, qui est celui d'accident hypothétique. Finalement, on se met dans un monde presque parallèle où on considère uniquement pour l'hypothèse quelque chose qui n'arrivera jamais, mais auquel on apporte de l'attention. Et c'est véritablement cette forme de dualité que je trouvais particulièrement passionnante. Finalement, comment est-ce que l'industrie nucléaire a pu travailler autant, et ça a probablement été l'un des domaines où la question de l'accident a été la plus étudiée dans les domaines industriels, tout en concevant le fait que ça n'arriverait jamais. Ce paradoxe est absolument passionnant, mais il repose sur des considérations qui sont à la fois intellectuelles et matérielles qui sont très importantes. Celle que je vais vous présenter ici, elle est relativement simple et elle est vraiment à la base de la conception de la sûreté nucléaire dans les années 60 et 70, c'est celle d'un accident de dimensionnement, c'est-à-dire que l'on peut considérer une liste finie d'accidents qui peuvent se dérouler et qui vont servir de base à concevoir le réacteur nucléaire. C'est-à-dire que pour concevoir un réacteur nucléaire, il faut considérer une liste d'accidents qui vont être considérés comme possibles, au détriment d'autres accidents qui sont considérés comme impossibles sur la base de calculs mathématiques que je ne vais pas que je vais évidemment pas présenter ici, mais globalement avec le fait que l'on considère que 1, 2, voire 3 défaillances simultanées sur un réacteur nucléaire, c'est possible. Par contre, au-delà de 3 défaillances simultanées sur un réacteur nucléaire, l'accident est réputé impossible, en tout cas suffisamment improbable pour être exclu dès la conception. Et je trouvais que finalement, la manière dont on rend l'accident impossible par ce que certains pourraient qualifier d'une vue de l'esprit, ou en tout cas par un certain nombre de calculs mathématiques et par ce travail de démarcation, est particulièrement symptomatique de la manière dont on a fonctionné le monde du nucléaire en tout cas dans les premières périodes de son développement, à savoir le fait de développer une technologie sans avoir l'ensemble des savoirs. Développer une technologie tout en ayant conscience qu'un accident nucléaire est bien évidemment possible, mais qu'il va falloir trouver des solutions pour rendre aux yeux du public, mais surtout aux yeux des experts, en tout cas de donner l'impression et donner, en tout cas démontrer que celui-ci n'arrivera pas selon toute vraisemblance.
Ce qui m'a également intéressé, c'est le fait de voir des conceptions de la sorte, et notamment des catégorisations qui sont d'abord développées aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne, et qui finalement circulent dans l'ensemble des pays nucléarisés à la faveur des conférences internationales, notamment du programme Atoms for Peace, qui a été organisé pour la première fois en 1955 sous l'égide des Nations Unies. Et finalement, de voir comment est-ce que ce monde qui a exclu la possibilité d'un accident majeur, finalement, était tout à fait consciente du fait que cela puisse arriver, et même va jusqu'à l'étudier, va jusqu'à le concevoir, et va, pour le coup, en 1955, jusqu'à le présenter publiquement avec une très belle photo d'un accident nucléaire majeur tel qu'il pourrait arriver, et qui est reconstitué sur des installations expérimentales. Et donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai essayé de restituer et de décrire avec le fait de rendre l'accident hypothétique. C'est-à-dire que plutôt que de rendre l'accident physiquement impossible, les ingénieurs se sont surtout attachés à démontrer que celui-ci, selon toute vraisemblance, n'arriverait pas, tout en permettant le développement d'une industrie nucléaire qui, dans les années 50 et 60, était promise à un avenir radieux. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à Harry Bernas. Pardon. Merci. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas beaucoup de voix. Je vais prendre deux des points qui ont été soulevés par Bernadette. La lecture politique de l'énergie nucléaire, d'une part, et d'autre part, savoir, ne pas savoir. Avec l'idée que, bon, il y a beaucoup plus à dire que ce que je vais dire en 5 minutes, et j'espère que l'échange qu'on aura après permettra de développer un peu. Lecture politique. Moi, je suis parti du point de vue, et ça a d'ailleurs posé des problèmes quand on s'est retrouvés ensemble, on m'a gentiment invité à participer à ce livre. Personnage extérieur venant de la physique, je suis physicien, je suis à la limite de la physique nucléaire et des nanosciences, plutôt du côté nanosciences, mais il se trouve que j'ai dirigé un laboratoire dans lequel il y avait moitié de physiciens nucléaires et moitié de physiciens d'autres domaines. Donc les physiciens nucléaires, je les connais bien et j'ai été fasciné par un aspect que j'ai fini par essayer de traduire ensuite, qui est comment ils pensent, comment on arrive à fonctionner dans le système nucléaire. Donc le point de vue que je vais développer, il est un petit peu particulier. Il est à la fois biaisé et peut-être intéressant parce que il essaye de dégager un fonctionnement interne, quoi. Bon, première idée, première hypothèse, le nucléaire est politique. C'est pas nucléaire et politique ET, le nucléaire est politique avec un S. Je pars de cette hypothèse. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai et comment ça fonctionne? On remonte à l'histoire du nucléaire. On se rend compte qu'il y a eu le développement le projet Manhattan, 1945, la bombe, évidemment, et on date des tas de choses de cette période, qui est tout à fait légitime, mais il faut savoir, il faut se rendre compte qu'il y a autre chose derrière et à côté. Derrière, il y a le fait que, grâce au projet Manhattan, j'allais dire grâce à la guerre, d'une certaine manière, oui, grâce à l'effort de guerre, au financement lié à la guerre, il y a eu des sommes pratiquement pour l'époque, en tout cas, sans limite. Aujourd'hui, ça correspondrait à peu près à 200 milliards. À l'époque, c'était 2 milliards d'argent mis pour le développement de la bombe, mais pas seulement de la bombe. Et je voudrais insister là-dessus et souligner cet aspect-là. Au moment où on développait la bombe à Los Alamos, le champignon, etc., et pour que la bombe puisse être larguée sur Hiroshima, avec toutes les conséquences dont on a parlé, en parallèle,
se développait, quand je dis en parallèle, c'est depuis 1942, se développait peut-être même un peu avant, 41-42, se développait sur la côte est des États-Unis et pas sur la côte ouest comme la bombe, se développait toute une communauté scientifique hybride totalement nouvelle qui regroupait des gens qui travaillaient aussi bien sur la turbulence atmosphérique que les problèmes de logique qui allaient conduire à l'informatique, que les problèmes de physique qui allaient devenir la physique des semi-conducteurs, même des biologistes. Tous ces gens-là, qui n'avaient jamais travaillé ensemble, avaient été mis ensemble dans des lieux, essentiellement un lieu autour de Boston, c'est MIT, un peu Harvard, Princeton un peu plus au sud, etc. Donc une région assez petite, relativement, où c'était facile de communiquer, et ces gens-là qui n'avaient jamais travaillé ensemble, qui, pour beaucoup, même à l'intérieur de la physique, ne se connaissaient pas, ou se connaissaient uniquement par ouï-dire, se sont trouvés face à des problèmes qu'on leur a posés en leur disant « Trouvez-nous des solutions pour faire une guerre qui soit plus efficace ». Et la découverte la plus importante de cette période et de l'ensemble de ce qu'on a appelé après le projet Manhattan, qui est à la fois le projet de la bombe, Manhattan proprement dit, et l'autre aspect dont je viens de parler, le résultat peut-être le plus important, c'est le radar. C'est le développement du radar et la possibilité de descendre des avions ennemis et d'attaquer les villes allemandes, etc., etc. En tout cas, pour la guerre en Europe, ça a été déterminant. Et pour la guerre au Japon, il y a un autre aspect qui a été déterminant aussi et qui a été développé à la même époque, c'est la chimie qui a permis de développer le napalm, dont on a beaucoup entendu parler par la suite. Donc, vous avez un tableau où la guerre, alors, je ne suis pas pour la guerre, la guerre a joué un rôle d'accélérateur formidable. Il faut se poser la question de pourquoi. Avant la guerre, on avait développé, les physiciens avaient développé la mécanique quantique, les chimistes avaient commencé à utiliser la mécanique quantique, etc., etc. Il y avait tout un travail théorique, pas uniquement du point de vue de la mécanique quantique, mais d'autres aspects scientifiques liés à la physique de base et à la chimie de base qui apparaissaient. Mais aux États-Unis à l'époque, pour vous donner un exemple, en physique, il y avait 3000 physiciens dans tous les États-Unis. En 1975-80, il y en avait 300 000. Ce passage, c'est une révolution historique. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça, comment ça rentre dans l'idée de l'Anthropocène, etc. Mais il y a là une révolution qui est plus qu'une révolution scientifique. C'est aussi la pénétration dans le système économique et industriel, par le biais de la production de guerre, des activités véritablement scientifiques. C'est la scientifisation, disons, excusez-moi pour le néologisme, une espèce de scientifisation de la production industrielle qui commence et dont on voit aujourd'hui les effets majeurs. Alors ça, c'est un aspect que je voulais souligner. Et le nucléaire là-dedans, où est-ce qu'il est? Le nucléaire, c'est l'emblème. Il est emblématique de ce développement. C'est en mettant tous les moyens sur le nucléaire et ce qu'il y avait autour, y compris les choses dont je viens de parler, que cette véritable révolution a été amorcée. Et quand on regarde la suite des événements, on voit l'apparition de conditions sociales, puisque ça pénètre dans le tissu social. On voit apparaître l'apparition de conditions sociales qui, elles, sont liées spécifiquement au nucléaire. C'est l'autorité, la surveillance, la compétence. Tout n'est pas négatif là-dedans. Il faut aussi une autorité de surveillance sur des productions industrielles, jusque et y compris aujourd'hui sur Twitter.
il y a toute une mise en place qui est à la fois sociale, idéologique, évidemment économique aussi, et industrielle, qui se fabrique à cette occasion. Ça, c'était mon premier point sur le nucléaire et politique, avec cette idée qu'on débouche sur ce que signalait Bernadette tout à l'heure, le pari faustien, qui est vous ne pouvez développer le nucléaire que dans un certain type de société. Ce qui veut dire, si vous retournez le problème, si vous utilisez l'énergie nucléaire, vous êtes condamné à une société centralisée avec de la surveillance, avec un soin, vous pouvez appeler ça du soin, hein, un soin très particulier, et des aspects qu'on voit apparaître jusque et y compris dans la surveillance des foules et des mouvements de gilets jaunes, etc., etc. Il y a une interpénétration des deux aspects. Alors, j'en viens rapidement à l'aspect savoir, ne pas savoir. Je voudrais souligner deux choses. La première, en ce qui concerne savoir, ne pas savoir, c'est un peu compliqué. Dans le chapitre du bouquin, j'ai essayé de développer ça un petit peu. Il y avait un certain nombre de signes qui suggéraient qu'il y avait la possibilité de tsunami à Fukushima. Ces signes étaient d'abord un signe du 9e siècle, qui est un poème découvert par un géologue qui ensuite a été cherché, à creuser et à trouver qu'il y avait effectivement un tsunami qui pénétrait à au moins 4 ou 5 kilomètres à l'intérieur des terres tous les 1000 ans, et que les temps étaient mûrs, ça allait se produire. Dans ces conditions-là, il a publié ça en 2002. 2002. Je vous rappelle que Fukushima, c'est 2011. Donc, il y avait une information. Et c'était publié, pas n'importe où, c'était publié dans le journal des désastres naturels. On est bien. Deuxième aspect, il y a tout un historique derrière, évidemment, qui suggère comment le Japon, qui montre comment le Japon, en fait, a joué avec ce qu'on savait pas, etc., etc. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais je vais terminer en signalant deux choses. La première, c'est si vous faites le rapprochement historique, vous constaterez que Bikini, 1953, les retombées, merci. Les retombées radioactives qui s'en vont à 150 km, personne ne l'avait prévu. À partir de ce moment-là, on commence à réfléchir, on fait tourner des calculs. À l'époque, les ordinateurs étaient très modestes. On fait tourner les premiers calculs et on montre que, on constate, y compris par des mesures par la suite, que la radioactivité a fait le tour de l'hémisphère nord. Ça donne l'idée, 20 ans après, dans les années 70, de l'hiver nucléaire et des effets du changement climatique. Deuxième aspect, c'est les faibles doses, liées à ce que racontait Nestor tout à l'heure et à quoi Bernadette a fait allusion aussi. C'est l'effet des faibles doses, c'est l'étude donc de qu'est-ce qui se passe quand on irradie, mais apparemment pas trop, on ne tue pas quelqu'un tout de suite, ça met du temps. Ou alors, ils sont simplement malades. Et quelle maladie, de quelle maladie il s'agit, etc. Ça, c'est lié, c'est grâce à ça que Rachel Carson, par exemple, dans les années 60, et par la suite d'autres chercheurs, ont développé l'idée que toutes les pollutions ont des effets de ce genre, y compris celles qui n'ont pas de période radioactive, elles vivent éternellement. Les glyphosates, etc., etc. Voilà. Donc, dernière chose sur laquelle je veux juste mentionner, il y a aussi un contre-coup de tout ça,
c'est l'effet sur la science elle-même de ces modifications qui sont à la fois internes et extérieures à la science. Comment ça change la science? Est-ce qu'on fait la science de la même manière aujourd'hui qu'on pouvait la faire à une époque où les guerres existaient, certes, mais elles étaient locales, les effets étaient locaux, les gens souffraient de manière différente, etc. Est-ce que la science elle-même n'a pas été profondément changée? Pour tout vous dire, c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui. Merci beaucoup, Harry. Je propose qu'on passe à la discussion de Francis Château-Renaud et ensuite on pourra ouvrir pour les questions avec la salle. Un quart d'heure. Oui. Merci, merci beaucoup. Non, c'est moi. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve. C'est moi qui vous remercie pour cet ouvrage, cette occasion de discussion, ces interventions. Et je remercie aussi le public nombreux, c'est rare dans les séminaires assez pointus comme ça. Et donc, je vais en un quart d'heure dire d'abord tout le bien que je pense de ce travail et effectivement l'importance de l'histoire longue, d'une histoire longue quand même. Du point de vue des sciences sociales, c'est déjà énorme de travailler sur autant d'événements qui se sont enchaînés, de territoires, de milieux, de savoir, etc. Donc, bravo, parce que c'est un ouvrage qui est… Alors, je n'ai pas tout lu, je n'ai pas pu tout lire, évidemment. Je l'ai reçu il y a une semaine et je travaille par ailleurs, hein, comme tout le monde. Et donc, ça a été un peu compliqué de le lire, puisqu'hier, je faisais des conférences à Lausanne sur tout à fait autre chose, donc il fallait quand même que je les prépare. Et j'ai essayé de le lire dans le train en revenant hier soir, mais vers 23 h, je dois avouer que je me suis endormi. Mais bon, je m'étais levé tôt. Mais ce matin, j'ai repris un peu. Et donc, j'ai privilégié évidemment ceux qui étaient là, parce que je me suis dit, c'est peut-être là, il y aura le plus d'interaction. Donc, j'ai regardé d'abord les chapitres. Donc, non, bravo. Non, c'est un très bel ouvrage. Et donc, je vais peut-être en quelques minutes dire, moi, pourquoi je suis là, au fond, et en quoi la discussion est intéressante. Alors, il y a plein de raisons, je vais les ramasser, hein. Moi, je suis la question du nucléaire depuis 1987. Donc, ça commence à faire quand même quelques années. 25, c'est ça 35 35. Ah ouais. Oui. Bon, 1987, on est juste après Tchernobyl, vous l'avez compris. Et c'est quelque chose que je suis en permanence et en même temps de manière light. C'est-à-dire que j'ai réussi ce coup de force ou de faiblesse, c'est pas moi, d'être à la fois un pied dedans, un pied dehors, de jamais finalement me spécialiser de façon à garder d'une certaine manière aussi une forme d'autonomie, de liberté par rapport à ce champ qui est quand même extrêmement, on y reviendra peut-être en conclusion, qui fonctionne beaucoup, ça a été dit, hein, pour une forme de violence, mais qui va jusqu'à des violences justement très rentrées, des violences très institutionnelles. On pourra parler d'emprise, hein, au sens où effectivement, quand on est dans le secteur nucléaire, c'est pas évident d'avoir une liberté de parole, ou en tout cas, dès qu'on prend la liberté de parole, ben, on devient un ennemi du nucléaire. Enfin, c'est très tendu, hein. Et donc, la sociologie qui s'est développée autour de ça a toujours eu des difficultés à fonctionner. Alors, moi, j'ai fonctionné en zigzag. C'est une manière de s'en sortir. C'est je rentre, puis je sors. Alors, j'ai même fait de l'ergonomie de pilotage de centrales nucléaires, la tranche d'Ampère, je ne sais plus, le numéro 3, je crois, avec d'ailleurs Bernard Conin, dont je salue la mémoire, parce qu'il est décédé cette année. Et on a été à l'intérieur, j'ai tourné autour de la Hague, poursuivi par les RG à l'époque. J'ai été à CIGEO, je ne me suis pas fait entarter par les antinucléaires, mais presque, parce que j'étais financé par l'ANDRA, c'est vrai que c'était une erreur. J'ai beaucoup travaillé sur les débats publics, j'ai travaillé sur les faibles doses, d'ailleurs avec Soraya Boudia qui est là, sur les querelles et controverses, justement sur le risque radioactif. J'ai beaucoup travaillé sur les liens, la fabrique du lien entre nucléaire et changement climatique. Alors, la redécouverte, parce que Harry a tout à fait raison, c'est une co-construction à une époque, et Nestor l'a aussi dit, c'est-à-dire que la manière de construire une métrologie globale est fortement liée effectivement à tout ça, mais c'est vrai qu'à partir de Kyoto, en gros, les porteurs du nucléaire se disent c'est bon, nous on a un Eldorado qui s'ouvre puisque on ne produit pas de gaz à effet de serre avec nos centrales et qu'il va falloir que les pays s'alignent sur le protocole de Kyoto, vous savez, comme ils l'ont fait avec enthousiasme, n'est-ce pas, puisque on en est à la COP 27 aujourd'hui. Et donc j'ai regardé ça, je vous renvoie à tout ça si vous voulez jeter un œil, et c'est vrai que ça donne à la fois un regard un peu distancié et en même temps tout le temps surpris, parce qu'il se passe toujours des choses.
Et c'est aussi de ce point de vue-là que j'essaierai de rebondir un peu dans la fin de mon exposé, plutôt que… Voilà. Alors, le moment le plus important peut-être dans ces dernières années, alors ces dernières années, ça remonte quand même à peut-être déjà une dizaine d'années, hein. Mais rigolez pas les jeunes, là, parce que vous allez voir, ça passe vite, hein. Non, non, mais c'est vrai, ils se moquent, mais en fait… c'est-à-dire avec Josquin de Base, quand on a commencé nos travaux sur, au fond, les nouvelles manières de totaliser justement les enjeux de risque et de catastrophe, on a développé une forme d'ethnographie des centrales vieillissantes. C'est-à-dire qu'au fond, on s'est dit, allons voir les centrales dans leur milieu, parce qu'il y a quand même une tendance dans les travaux en sociologie, en sciences sociales du nucléaire, au fond, à construire le nucléaire comme un débat alors, national, international, avec des arènes, etc., des acteurs constitués. Moi, j'avais beaucoup suivi le réseau sur Terre du nucléaire, par exemple, ou après toute la bande Global Chance, etc., etc. Donc, des querelles d'expertise, contre-expertise. Faut-il en faire plus, en faire moins comment Hollande passe à 50%, par exemple, tous ces trucs-là. Mais au fond, quelques incidents remontés dans les espaces médiatiques, mais on n'avait aucune idée, au fond, de ce qui se passait dans le monde des centrales nucléaires. Donc, les centrales nucléaires dans leur milieu. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'est venue la thèse de Dominique Dolisi, qui a été une des thèses du labo, de mon labo, le groupe de sociologie pragmatique réflexive, sur la centrale nucléaire de Nogent. Dont elle a fait une ethnographie longue, parce qu'elle s'est insérée dans la commission locale d'information. Elle a travaillé beaucoup sur les relations internes-externes. Et avec Josquin de Base, on a fait un truc, on est allé dans le Médoc, alors pour le pinard, bien sûr, vous l'avez deviné, mais pas que. Et alors, ce qui est fascinant là, c'est pour ça, c'est une question que je vous renvoie déjà, hein, parce que ça va renvoyer la question de l'invisibilisation. Pendant 30 ans, cette centrale qui a donc divergé, comme on dit, hein, techniquement, à la fin des années 80, pas 30 ans, pendant une quinzaine d'années, elle était invisible. C'est-à-dire qu'au fond, personne ne la voyait. Et puis en 1999, il s'est passé un truc. Alors ça, c'est pas un tsunami, mais quand même une submersion assez remarquable des digues de cette centrale, qui est donc qui a les pieds dans l'estuaire de la Gironde, et qui est donc avec la fameuse tempête, hein, Martin et je ne sais plus l'autre. Il avait deux noms, parce qu'il est passé au sud et au nord. Une double tempête qui a bien ravagé quand même le territoire, qui a été marquante, hein, 1999, le 26 décembre, très exactement. Et la centrale est passée très, très près d'un accident majeur, à tel point qu'il y a eu d'ailleurs une commission d'enquête parlementaire, qu'il y a eu des rapports, qu'il y a eu pas mal de choses, et que surtout, des acteurs s'en sont saisis. Et depuis 1999, les vignerons, alors là, tout confondu, parce que je travaille sur d'autres dossiers où les vignerons se divisent en deux entre les chimiques et les bio. Mais là, en l'occurrence, on commençait à montrer du doigt ce truc. Et ça se sent, notamment si vous prenez simplement les séries comme Sud-Ouest, Sud-Ouest, page Bordeaux. Et en fait, vous vous rendez compte que tout à coup, maintenant, on ne rigole plus avec ça. C'est-à-dire que les incidents de la centrale sortent dans la presse locale alors que c'était quasiment absent. Ça n'existait pas. Il y avait juste le comité d'entreprise EDF a organisé un voyage, etc. Et là, tout à coup, ça devient quand même sérieux. Et on voit bien que donc il y a des changements d'état très concrets quand on va à des échelles plus fines. Et c'était important pour nous. Alors du coup, on s'est dit, on va aller voir en Angleterre comment ils font. On a fait le tour de quelques centrales avec Josquin de Base, parce que vous savez, les centrales sont en zone côtière, notamment à Hinkley Point, où EDF a la grande idée de construire un EPR. Enfin, voilà, il y en a pour 25 ans. Donc, là. À Sizewell, où il y a déjà 2 réacteurs pilotés par EDF. Et on est tombé sur des choses extraordinaires. On s'est rendu compte qu'il y avait… Alors, je dis ça parce que la sociologie, effectivement, a introduit un regard forcément un peu différent sur ces questions-là. Et ça pose la question des concepts de déni, d'invisibilité, de mensonge, de censure, de secret, etc. Parce qu'au fond, dès qu'on se rapproche, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. À Sizewell, on a pris un thé, il n'y avait pas de café, à quelques mètres du réacteur. Vous avez un bar ouvert avec vue sur la mer, magnifique. Il n'y a pas un flic à 10 km. Essayez d'aller prendre un thé à côté d'une centrale nucléaire en France. Donc déjà, là, on a une petite nuance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des autorités très fortes, qu'il n'y a pas une centralisation des pouvoirs, etc. N'empêche qu'il y a… Alors, c'est très british, hein, le côté décontracté peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas le sentiment qu'on est dans une zone sous surveillance avec toutes sortes de militaires et de policiers autour. Et donc, on avait un sentiment d'un monde ouvert.
panneaux de protestation. Donc, on arrive, on fait des photos, hein, comme tous les ethnographes. Le futur chantier de Sizewell C, alors je n'ai pas en anglais la formule, mais c'était en gros, va nous empêcher de dormir. Leur problème, c'est que les camions du chantier allaient faire du trouble au voisinage. Rien sur la question du nucléaire, en fait. On va voir un autre gars qui, lui, est mandaté par la région pour suivre l'érosion. Vous savez, ce qui est formidable en Angleterre, c'est que l'île, elle diminue, quoi, en fait. Elle recule tous les ans. Vous avez je ne veux pas dire de bêtises, mais entre 50 cm, 1 mètre parfois de roche qui disparaît. Et il nous montre sur le terrain que voilà, il fait tomber les trucs. On a même des photos magnifiques. Et il nous dit, ces crétins, ils vont construire, regardez, ils vont construire un réacteur de plus ici. Ils sont complètement fous. Dans 10 ans, ça sera submergé. Et il dit, il n'y a rien à faire. Quand je dis ça, on me prend pour une espèce de baba cool des années 70, etc. Donc, on a des variations incroyables. Le gars voit bien les choses. C'est un peu comme le poème sur le tsunami. Il n'est pas audible. On remonte un petit peu, on trouve des antinucléaires nationaux qui, eux, disent oui, ça c'est connu, il y a des cartos, et effectivement, ils nous montrent des documents où il y a déjà en fait une analyse de risque de submersion, etc. Mais ça ne produit rien, au contraire, d'ailleurs, EDF est en train de signer les contrats là, pour faire les EPR qu'ils n'arrivent pas à faire ailleurs. Enfin bon. En face, vous avez une grande centrale qui s'appelle Gravelines. 6 réacteurs. Vous savez pourquoi il y a 6 réacteurs? Parce qu'il devait y en avoir 4 et il y en a 2 qui devaient partir en Iran. Et puis, manque de bol, il y a eu une révolution qui fait qu'on ne va peut-être pas leur livrer des réacteurs. Et on en a rajouté 2 à Gravelines. Ce qui fait que c'est une des plus grandes centrales nucléaires européennes, en fait. Il y en a une en Ukraine aussi, je crois qu'il y en a 6, non? Ouais. Enfin bref. Et là, tout à coup, il y a quelques mois, ou peut-être l'année dernière, on va augmenter les digues pour protéger la centrale de la montée des eaux annoncée par le GIEC et autres acteurs, etc. Donc, ce que je veux montrer, notre sociologie, nous, elle est très pragmatique. Tout ce que j'ai entendu sur le nucléaire, je le partage, et surtout, je le partage en tant que citoyen, d'ailleurs, aussi en partie en tant que sociologue, mais je mets entre parenthèses, c'est un peu comme les phénoménologues en philosophie à l'époque, tout ce savoir extraordinaire que vous avez rapatrié pour comprendre Fukushima à partir d'Hiroshima, enfin, et réciproquement, et en fait, pour aller voir les acteurs, comment ils s'y prennent. Et au fond, en levant pour l'instant la question du savoir et de l'ignorance, du visible et de l'invisible, de la violence et de la pacification, du déni, du mensonge, etc., pour voir au fond quelles sont les prises qu'ont ou pas les acteurs, qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils soient à l'extérieur, etc. Et c'est en généralisant cette méthode qu'au fond, ça donne un regard intéressant parce que ça permet de mieux comprendre, d'une part, pourquoi la critique antinucléaire, au fond, arrive parfois à arrêter des choses, parfois non. Je vous rappelle quand même que le futur du... Alors, il faut quand même que je le fasse parce que comme j'ai qu'un quart d'heure, je vais le faire. Le 22 novembre, vous avez une thèse qui est très intéressante à confronter d'ailleurs avec ce qu'il va dire. Alors, il y a 2 membres du jury qui sont éminentes membres du jury qui sont ici, donc Bernadette et Soraya. Donc, c'est une forme de training qu'on est en train de faire, de répétition. Martin Denoun va donc soutenir enfin sa thèse sur le nucléaire, qui est une thèse, je pense, importante, qui va marquer les esprits, dont le titre est assez accrocheur, puisque c'est du salut énergétique au sauvetage de la filière nucléaire française, enquête sur l'évolution des visions du futur au cœur d'un système socio-technique. Et donc, Martin a repris, alors lui aussi se met sur un pas de temps très long, pour comprendre comment, alors il le démontre à partir d'une enquête alors qui est vraiment très intéressante. On en parlait off tout à l'heure, les entretiens sont d'une richesse assez impressionnante par rapport à ce qu'on voit d'habitude, mais aussi la documentation, mais aussi des données diverses et variées. Il montre qu'au fond, à partir d'un certain moment, un milieu qui s'était habitué à avoir l'éternité devant lui, d'une certaine manière, précisément, et je pense que c'est très lié à cette idée aussi de l'Occident où on gère, et puis voilà, on a l'éternité devant nous, commence à s'inquiéter pour son futur. Donc, ça donne aussi des moments politiques très intéressants, et entre même en état de quasi-panique cognitive et morale. Dans les entretiens, on a le sentiment d'avoir des gens désespérés qui ne voient plus du tout l'avenir de leur propre activité, de leur propre industrie, de leurs propres institutions, en particulier le CEA, EDF, mais aussi l'IRSN ou des ex-Kojima, Areva ou d'autres acteurs, et montre en fait que le futur du nucléaire a basculé d'une certaine manière. Alors, un des points de bascule, et ça je voulais dans la discussion revenir là-dessus, c'est quand même l'arrêt de Superphénix. L'arrêt de Superphénix, c'est quand même, parce que
dans la présentation que vous faites, je la partage évidemment hein, sur les grandes lignes. On a l'impression quand même que c'est une machine qui a tout configuré et qui est capable quand même de définir le monde pour des millénaires, puisque la temporalité est très longue. En réalité, il y a quand même des moments où ça s'arrête, des choses qui échouent, des alternatives qui se créent. Et l'arrêt de Superphénix est un moment quand même, dans le cas français, mais on peut dire européen et aussi international, parce que finalement, les réacteurs, les surgénérateurs, comme on dit, sont assez peu nombreux. C'est quelque chose qui est marquant et qui va marquer d'ailleurs politiquement, y compris des fractures à l'intérieur de la gauche, des effets sur les réseaux d'acteurs, sur les institutions, etc., etc. Et qui est toujours. Alors, il y a la thèse de Claire Le Renard hein, qui est importante là-dessus, sur comment décrire concrètement comment s'est prise cette décision, comment on en est arrivé là, qu'est-ce que ça a produit comme conséquences. Et on voit bien que ça a des conséquences. On pourrait dire qu'il y a une criticité, j'aime bien employer ce terme, je le pique aux physiciens nucléaires d'ailleurs, c'est-à-dire des réactions en chaîne dont on ne voit pas le terme, donc des processus critiques, puisque Astrid, qui devait être la nouvelle génération, ben, finalement reste dans les cartons, à tel point que d'ailleurs des gens commencent à se poser des questions, et dans la thèse on le voit très bien en disant on ne saura pas le faire, puisque si on ne fait pas, on ne sait pas faire. Et donc il y a vraiment des moments comme ça de basculement, qui permettent justement peut-être de réinterroger les catégories que vous utilisez. Alors, le déni, par exemple, je ne vais pas toutes les prendre, parce que sinon je vais prendre 3 heures et ça serait dommage. Le déni, ça suppose quand même qu'il y ait un savoir préalable. On ne peut pas être dans le déni si on ignore tout. Le déni, c'est quand justement on sait, au fond. Hein. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la psychanalyse hein, depuis longtemps. Et il y a quand même 2 formes de déni très différentes. Moi, je les ai rencontrées sur le terrain, en tout cas. Il y a, je suis focalisé sur un truc. Mon problème, c'est les pesticides. Non, non, ne me distrais pas avec les OGM. Non, c'est les pesticides. Donc, d'une certaine manière, je fais du déni par élimination. Ben si, c'est-à-dire que j'ai une hiérarchie de problèmes, j'ai des préoccupations majeures et je ne peux pas m'occuper. Ah bon, notre dernier, il se drogue ah oui, avec de l'héroïne. C'est du déni, vous voyez. Je n'ai pas vu un truc qui me concernait pourtant, parce que j'étais préoccupé par mon plan de carrière, par exemple, à EDF. Hein. Je dis n'importe quoi. Donc, je veux dire, le déni, ça peut être simplement la focalisation, en fait. Et c'est intéressant déjà d'aller voir les acteurs ils ont un déni par focalisation ou un déni d'un deuxième type qui est, moi, je vois très bien ce qui peut se passer, mais c'est pas possible, on ne peut pas vivre avec ça dans la tête. Ouais, on va tous mourir un jour. Tous les matins, vous vous levez en disant alors, c'est quand, elle est où la mort, etc. Non, c'est pas possible. Donc, déni, forcément. C'est-à-dire, je vois bien les conséquences, et ça intéresse forcément les philosophes, parce que ça va engager aussi les visions du futur. Et je suis obligé de faire comme si, finalement, et ça, tu l'as très bien dit sur les réacteurs, hein, c'est un peu ça, c'est cette deuxième figure-là, ça ne se produira pas. Et qu'au fond, ma vie est une éternité. D'ailleurs, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Essayer de prouver à un mort qu'il est mort, c'est très compliqué. Hein. Bon, enfin bref. Donc, on est vraiment dans des tensions de cet ordre-là et je trouve que c'est intéressant. C'est pareil sur visibilité, invisibilité. Parce qu'au fond, alors ça, c'est plus adressé à Soraya, mais c'est une querelle qu'on a depuis fort longtemps hein, entre histoire des sciences et sociologie pragmatique, on va dire. C'est-à-dire qu'au fond, oui, il y a banalisation, oui, il y a le terme exact, j'ai déjà oublié, mais c'est trivialisation. Non, c'est pas trivialisation, c'est. Enfin, en tout cas, tout ce qui. Hein oui, normalisation, etc. Et en même temps, c'est un des dossiers sur lequel l'activité critique des acteurs est quand même au maximum. C'est-à-dire qu'on a quand même une série longue dans plein de pays, regardez l'Allemagne, regardez d'autres contrées, où il y a quand même eu apprentissage de beaucoup de formes d'action, de répertoire d'action, comme on dit en sciences politiques, et le nucléaire est quand même des scènes sur lesquelles, au fond, se sont joués énormément de trucs. Alors, c'est Greenpeace qui fait rentrer des gens sur les enceintes. Ça peut être le Bure et alors, pas la ZAD, parce que les acteurs eux-mêmes refusaient d'appeler ça une ZAD, mais enfin, etc. Ou quand même, CIGEO, ça ne va pas se faire il va falloir prévoir un budget de gendarmes mobiles assez lourd hein, pour arriver à amener les déchets jusque-là. Les manifs, les actions en justice. Hein. Le nucléaire bouge beaucoup aussi, l'air de rien, et ça va crescendo avec le temps, par des affaires, des contestations. Là, le Conseil d'État vient de dire à Macron apprends à lire le droit avant de dire n'importe quoi. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça. Mais ça, vous voyez, donc il y a des épreuves critiques, et parfois par des acteurs qu'on n'attend pas.
Là, vous avez un gars qui s'appelle Hugo, anonyme, qui était donc cadre à la centrale de Tricastin et qui a dénoncé des mensonges, des tromperies sur des incidents ou de sûreté. Et il s'est adressé à l'autorité de sûreté nucléaire qui, dans l'espace public, se présente comme quand même le gendarme du nucléaire, c'est-à-dire nous, on ne rigole pas avec la sûreté. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une discussion dans le dernier débat à l'Office parlementaire avec Yves Marignac qui dit « Me faites pas croire qu'il n'y a pas un arbitrage entre sécurité électrique, c'est-à-dire produire du courant, et sûreté nucléaire. » Et l'ASN dit « Ah non, jamais, nous sommes vraiment là, c'est clair que pour nous, il y a une hiérarchie et que la sûreté est première, quoi qu'il arrive. » Certains acteurs en doutent. D'autres non. Ça se joue aussi parfois dans des interactions un peu visibles, dans des arènes discrètes, comme dirait ex-collègue Claude Gilbert, qui a beaucoup insisté pour dire vous travaillez trop sur les problèmes publics, il faut regarder ce qui se passe de manière discrète dans le nucléaire. Là-dessus est très fort. Des décisions se prennent dont on ne sait jamais d'où elles partent. En même temps, vous avez par exemple le directeur financier d'EDF qui claque la porte il y a quelques années, à propos d'ailleurs d'Hinkley Point et du financement. En même temps, vous avez la Cour des comptes qui leur dit révisez vos calculs parce que ça ne va pas du tout, là, vos calculs. Par exemple, le démantèlement, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, ce que je veux dire, c'est que, alors là, c'est le cas français, mais aux États-Unis, ça a été un peu la même chose. Autour de Three Mile Island, il y a eu énormément de débats et de controverses. Il y a eu des films, il y avait même un film précurseur, le fameux syndrome chinois, qui était assez étonnant. Vous l'avez vu, la personne l'a vu? Non, il faudra regarder. C'est assez marrant. Les conséquences de Tchernobyl, naissance de la CRIRAD et de l'ACRO, moi je les ai beaucoup suivis sur le terrain dans les années 90. Ils continuent. Hein. Là, j'ai entendu un gars de Charéron, de la CRIRAD, qui fait partie des gens qui ont fait fuiter des informations de Taishan en Chine sur ce qui serait visiblement une erreur de conception, carrément. Donc de l'EPR 1. Ouais. L'EPR 2 sera forcément meilleur, mais etc. Donc, bref, regardez tout ça. Du coup, ça introduit évidemment une variation. Et j'en reviens, alors, là où vous avez raison vraiment, et je suis d'accord avec vous, moi j'ai fait un énorme corpus sur le nucléaire avec mes collaborateurs virtuels, la Prospero et compagnie. Et le premier texte du corpus nucléaire, qui est très long, hein, qui part en 45, c'est un texte de l'Humanité, journal qui était quand même communiste à l'époque, enfin, il est toujours un peu, mais voilà. La bombe atomique a son histoire. Depuis 1938, dans tous les pays, des savants s'employaient à cette tâche immense, libérer l'énergie nucléaire. Voilà la première réaction de l'humanité à Hiroshima. C'est quand même extraordinaire. On est vraiment effectivement dans quelque chose qui est choquant plus le temps passe. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que cette histoire, elle est lourde, elle engage effectivement des questions de temporalité, de futur. Alors moi, je n'ai pas compris la citation d'Hartog. Bon, j'ai petite controverse, on va dire, pas contentieux, avec mon collègue François Hartog depuis fort longtemps, puisque sa vision, au fond, des régimes d'historicité, c'est un peu comme les régimes de Descola pour les cosmologies, pareil. C'est-à-dire qu'au fond, comme il y a un refus d'intégrer véritablement le pragmatisme dans la pensée des sciences sociales, comme si le pragmatisme en fait allait introduire une espèce de boucle étrange, en fait, les acteurs font varier considérablement les échelles temporelles et les régimes de futur. C'est d'ailleurs ce que montre Martin, de manière, je trouve, assez exemplaire, à la fois selon les situations. Tout à coup, le futur s'ouvre, au contraire se ferme. Parfois, un événement suffit. Hein. Parfois, un rapport de force bascule, une alternative politique ou pas. Voilà. Des acteurs se fédèrent et des problèmes naissent. Par exemple, on l'a vu avec le changement climatique, mais il y en a plein d'autres. Et du coup, il me semble que je ne suis pas sûr que le nucléaire ait stabilisé définitivement un ordre temporel. Alors bien sûr, il y a le temps atomique, oui, évidemment. C'est-à-dire que la physique nucléaire, en fait, est déjà là, au fond, dans l'horloge fondamentale. Ça, je suis d'accord. Mais on voit bien qu'il y a des variations du sens des futurs qui ne cessent de bouger. Et que ça pose la question, d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire si oui ou non ces EPR vont se faire en France, par exemple? Je me rappelle un colloque en février 2011, je termine là-dessus, hein, parce que je vois que le temps, c'est comme ça.
c'est autour d'un livre en anglais qui s'appelait The New Nuclear in Europe, enfin un truc comme ça, enfin, qui avait été fait par un Anglais, un spécialiste de l'énergie, en gros, qui voyait la renaissance de Rebirth, en fait, le retour, quoi. Évidemment, un mois après, les mêmes, on ne les voit plus, hein, pas dans ces colloques-là en tout cas, et parce qu'effectivement, Fukushima a complètement obligé les acteurs à recalculer leur scénario. Donc, il y a une vulnérabilité à l'événement. Et je ne suis pas sûr. Alors, je sais, hein, moi-même, je suis ambivalent par rapport à ça. Est-ce que finalement, Fukushima s'est banalisé? J'ai regardé dans thèse.fr, j'ai mis Fukushima, sciences sociales pour commencer. J'ai 650 thèses. C'est même bizarre. Ça fait 11 ans, quoi. Hein. Sachant qu'une thèse, ça dure en moyenne 3 ans ou 4 ans, minimum, voire plus. Et donc, ça veut dire quand même que ça a produit plein d'effets qu'on ne voit pas forcément comme ça, mais qui fait que il y a des effets d'entraînement dans plein d'univers. Et quand vous allez sur le terrain, les acteurs, ils vous parlent de la série. Hein. Alors, pas forcément de 3 Mile Island, effectivement, parce que c'est loin, puis c'est une autre génération. Et Tchernobyl, Fukushima, c'est clair, quoi. Donc, il y a quand même une activation. C'est-à-dire qu'un événement marquant, ce qu'on appelle un méga reconfigurateur dans notre jargon de sociologue pragmatiste, c'est pas forcément présent. Parce qu'à un moment donné, il y a une phrase dans le bouquin qui dit pour le public, au fond, voilà, ça disparaît, c'est un peu oublié. Le public, en fait, on a des publics. C'est ça que le pragmatisme apporte, c'est-à-dire une pluralité de scènes, une pluralité de publics. Et pour certains publics, non, il n'y a pas oubli, et même il y a réemploi en permanence. Et donc, c'est activé dans des situations. Et je prends un dernier exemple, hein, vous me permettez, puisque j'ai parlé tout à l'heure des centrales du Blayais. Moi, je travaille avec des vignerons en face de la centrale qui me disent le matin, je me lève, je vois cette horreur en face, alors qu'avant, ils ne la voyaient pas. Tricastin. Les coteaux de Tricastin, les anciens connaissaient cette appellation. 2008, une fuite, alors j'ai plus les termes techniques, les éléments techniques de la fuite radioactive qui avait touché une nappe phréatique. Les vignerons des coteaux de Tricastin ont délabellisé quelque chose qui était connu mondialement, hein, et l'on appelle, je n'ai pas le nom, parce que justement, ils se sont déconstruits eux-mêmes l'image pour ne pas être associés à la centrale nucléaire. Et depuis, les riverains de Tricastin sont des acteurs, pas en colère, hein, c'est discret tout ça, mais vigilants, en alerte. Dernier exemple, j'ai dit que je m'arrête, même si vous ne m'arrêtez pas, je ne m'arrêterai pas. Golfech. Regardez la centrale de Golfech. EDF transpire. Hein. Ils ont des collectifs de riverains et d'associations qui ne les lâchent pas. Et ça va en justice. Là aussi, à partir des nappes phréatiques, à partir du tritium, bon, etc. Mais vous voyez que, donc, là, c'est en France, en Allemagne, on a des cas semblables. Là, je reviens de Suisse et ils m'ont dit, ah ben, nous, le nucléaire, de toute façon, là, plus personne n'y croit et on va finir, on va arrêter, etc. Alors, trop tard, très certainement. Oui, mais certains acteurs. Le problème, oui, c'est ça. Donc, le problème, c'est que c'est à qui on donne la parole en priorité. Donc, voilà, c'est des questions. Hein. C'est-à-dire que dans le récit qu'on fait, effectivement, si on entre par un angle ou par un autre, effectivement, on génère un nous ou un on ou il. Voilà, on attribue des plans ou des décisions, des stratégies. C'est vraiment une question de sociologue. Hein. C'est-à-dire que l'idée des stratégies, par exemple, qui est revenue à plusieurs reprises, il faut vraiment la situer pour être. Parce qu'en interne, moi, ce que j'observe depuis fort longtemps, hein, depuis les opérateurs, alors on a vu sur les sous-traitants du nucléaire, mais ça, jusqu'à dans les top management, il y a de la controverse en permanence. C'est-à-dire les gens essayent de faire valoir des alternatives, des différences. Parfois, ils prennent la porte, parfois, ils la ferment parce que voilà, il y a un rapport de force qui est là. Donc, ce que je veux dire, c'est voilà, bon, c'est pas étonnant hein, qu'un sociologue vous ramène ce genre de questions. Donc voilà, maintenant je le ferme. Merci.